Ils ne t'ont jamais parlé de cela. Jamais, parce que si tu le savais, tu n'accepterais plus de vivre comme tu vis aujourd'hui. Il existe une loi invisible, aussi ancienne que le temps lui-même, qui façonne silencieusement le destin de ceux qui la connaissent et condamne à la stagnation tous ceux qui l'ignorent. Elle n'est pas enseignée dans les écoles, elle n'est pas mentionnée dans les discours, et ceux qui l'utilisent à leur avantage ont conclu un pacte silencieux, la garder hors de portée des mains ordinaires. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, elle va traverser ton oreille comme un murmure et s'ancrer au plus profond de ta conscience comme un éclat impossible à ignorer. Respire profondément, car ce que tu vas entendre peut faire s'effondrer le sol sur lequel tes certitudes se sont toujours appuyées. Pourquoi cours-tu autant sans jamais atteindre ton but? Pourquoi plus tu mets de force dans la course, plus ce que tu désires s'éloigne? Georges Gurdjieff disait que l'homme vit endormi, agissant comme une machine mue par des forces extérieures qu'il ne reconnaît même pas. Et c'est exactement ainsi que cette loi fonctionne. Tant que tu poursuis, tu renforces la distance. Tant que tu essaies de saisir, tu confirmes que tu ne possèdes pas. Tant que tu cries que tu as besoin, l'univers répond en reflétant ton manque. C'est un jeu cruel, et la plupart passent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils y jouent et qu'ils perdent. Pense au moment où le désir est devenu obsession. Cet emploi qui semblait l'opportunité de ta vie et qui est allé à quelqu'un d'autre. Cette personne que tu as tenté d'impressionner jusqu'à perdre ta propre spontanéité et qui s'est éloignée. Cette somme d'argent que tu croyais capable de tout résoudre et qui, pour une raison obscure, n'est jamais arrivée. Tout s'est échappé entre tes doigts comme de l'eau serrée dans ta paume. Et pourtant, souviens-toi aussi de ce qui s'est passé quand tu as cessé de courir après. Quand tu ne te souciais plus d'être remarqué et que soudain on t'a vu. Quand tu as lâché prise sur l'avidité de l'argent et qu'il est apparu. Quand tu n'attendais rien et que tout est venu. Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi agissant dans le silence. Le monde ne répond pas à ce que tu supplies, il répond à ce que tu es. Et ce que tu es vraiment ne se cache pas dans des phrases apprises par cœur, mais vibre à la fréquence de ce que tu ressens. Si tu avances avec désespoir, tu transmets le vide. Si tu marches avec certitude, tu transmets la possession. La vie répond à cette vibration et non à ton effort aveugle. Gurdjieff avertissait, tu es l'esclave de toi-même et de tes illusions. Et cet esclavage se renforce chaque fois que tu crois que plus d'efforts signifie plus de réussite. Regarde l'exemple de Henri, le peintre. Pendant 15 ans, il a supplié les galeries d'accepter son travail. Il envoyait des lettres, frappait aux portes, exposait ses œuvres avec un sourire implorant. Tout cela en vain. Un jour, épuisé par les humiliations, il peignit simplement pour peindre, sans attente, sans mendier la reconnaissance. C'est à cet instant que quelque chose s'est ouvert. Les galeries ont commencé à le chercher, les collectionneurs se sont intéressés à lui et son art a conquis le monde. Son talent n'avait pas changé, c'est son état intérieur qui avait changé. Il a cessé de courir et s'est simplement tenu là comme quelqu'un qui avait déjà de la valeur. Et le monde a pris cela pour vérité. L'ironie est douloureuse. Plus tu essaies de saisir, plus tu confirmes que tu es vide. L'univers ne négocie pas avec le besoin. Il répond à la certitude. C'est pourquoi certains semblent attirer les opportunités sans effort, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ne courent pas après. Ils avancent déjà comme s'ils appartenaient à l'endroit où tu tentes encore d'entrer. C'est la danse invisible que presque personne ne voit. Il ne s'agit pas de conquérir pour être, mais d'être pour conquérir. Maintenant, regarde-toi, sens le poids de ce que tu poursuis. Reconnais la fatigue dans tes mains, la tension dans ta poitrine, l'anxiété qui s'infiltre dans tes pensées. Et demande-toi, si je m'arrêtais maintenant, si je me contentais d'exister sans rien mendier, qui serais-je? Que se passerait-il si, au lieu de demander, j'occupais l'espace comme quelqu'un qui possède déjà? Cette pensée est peut-être la clé d'une porte dont tu ignorais l'existence. Mais attention, accepter cette vérité exige le courage d'abandonner le récit que le monde t'a imposé depuis ta naissance, que seul mérite celui qui souffre,
que seul conquiert celui qui saigne. Le courage d'admettre que tu as peut-être gaspillé des années à te battre dans la mauvaise direction. Le courage, comme l'enseignait Gurdjieff, de se souvenir de soi et de réaliser que ta présence est plus puissante que n'importe quelle course désespérée. La question est, es-tu prêt à arrêter de courir ou vas-tu continuer à nourrir la machine qui transforme ta quête en échec? Peut-être qu'en faisant le premier pas hors de cet engrenage, tu réaliseras que le plus difficile n'est pas de conquérir, mais d'accepter que tout cela a toujours été entre tes mains. Et si c'est vrai, pourquoi cours-tu encore? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent porter en elles une tranquillité inébranlable, comme si elles savaient quelque chose que personne d'autre ne sait? Elles ne courent après rien, elles ne mendient pas des opportunités, ne tentent pas de forcer des portes closes. Et d'une certaine manière, tout semble affluer vers elles. Pendant ce temps, vous peut-être comme des millions d'autres, vous réveillez chaque jour avec ce sentiment qu'il manque encore quelque chose. Que peu importe vos efforts, vous êtes toujours à quelques pas derrière. Et ce derrière ne diminue jamais. Plus vous courez, plus la distance semble s'allonger. Le piège est subtil. Lorsque nous croyons devoir conquérir quelque chose pour nous sentir complets, nous affirmons automatiquement que nous ne le sommes pas aujourd'hui. Comme si, sans mots, nous disions « Je ne l'ai pas encore, je ne le suis pas encore, je ne suis pas encore arrivé ». Et la vie répond exactement à cette énergie. C'est ce que les anciens maîtres appelaient le miroir de la réalité. Elle ne reflète pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. Et si, au fond, vous vous percevez comme manquant, le manque se multiplie. Si vous vous percevez comme insuffisant, l'insuffisance s'étend comme une ombre dans chaque domaine de votre vie. Pensez à Martha, 58 ans. Elle a travaillé toute sa vie, élevé des enfants, payé des factures, fait des sacrifices sans fin. Elle a toujours cru que, si elle se dévouait assez, elle obtiendrait la sécurité et la paix. Mais au moment où elle espérait enfin récolter les fruits, la vie lui a apporté des crises, un divorce inattendu, la perte de son emploi et une santé fragilisée par un excès de stress. Martha a tenté de réagir comme toujours, en courant. Elle a cherché un nouveau travail, essayé de renouer avec des gens, trouver des solutions rapides. Mais chaque action semblait l'éloigner davantage de ce qu'elle voulait, jusqu'à ce que, épuisée, elle s'arrête. Assise seule dans la cuisine, devant une tasse de café tiède, elle s'est demandé « Et si j'arrêtais simplement de lutter contre tout? Et si j'agissais comme si ma vie avait déjà de la valeur, même si rien ne changeait à l'extérieur ?» Ce moment silencieux fut le début d'un tournant. Martha n'a pas trouvé d'emploi le lendemain, mais elle s'est réveillée plus légère. Elle a commencé à traiter son temps comme quelque chose de précieux. Elle s'est mise à marcher lentement dans le parc, à cuisiner avec soin, à appeler d'anciens amis sans rien attendre en retour. Peu à peu, la vie a répondu. Une connaissance lui a recommandé un travail simple mais stable. Un médecin touché par son histoire l'a aidé à améliorer sa santé. Aucun miracle de cinéma. Seulement la réponse naturelle d'un monde qui reconnaît celui qui se reconnaît déjà. C'est là la différence. Ce n'est pas abandonner, c'est changer le moteur de la course. Ne plus se mouvoir par peur de perdre, mais avec la certitude silencieuse de posséder déjà l'essentiel. Et pour celui qui a vécu des décennies en croyant que seul celui qui court le plus vite gagne, c'est peut-être la leçon la plus difficile à accepter. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme un somnambule, réagissant à des impulsions automatiques. Et il n'y a pas d'impulsion plus automatique que celle de poursuivre ce qui nous semble manquer. Rompre ce schéma exige un réveil. Voyez aussi le cas de Roberto, 63 ans, qui a passé presque toute sa vie à construire une petite entreprise familiale. Son travail était son identité. Lorsque en 2023, le marché a changé et qu'il a perdu presque tous ses clients, il est tombé dans le désespoir. Il a fait de la publicité, proposé des réductions, passé des appels frénétiques. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que, sur l'insistance de sa fille, il accepte de passer quelques jours chez elle, à la campagne. Loin de son entreprise, il a réalisé que sa valeur ne résidait pas entre les murs de son bureau. Il a commencé à aider au potager, à réparer des objets pour les voisins.
Pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti la satisfaction simple d'être présent. De retour chez lui, il n'a pas repris la course. Il a réorganisé son entreprise avec calme, en se concentrant sur les clients qui appréciaient vraiment son travail. En moins d'un an, il a non seulement retrouvé ses revenus, mais aussi la paix. Ces histoires ne sont pas rares. Ce qui est rare, c'est d'accepter que la vie puisse fonctionner ainsi. La génération qui a aujourd'hui entre 35 et 65 ans a grandi dans un monde qui exaltait la résistance, le sacrifice et la productivité comme seule clé de la dignité. Nous avons appris à mesurer notre valeur parce que nous pouvons donner. Et c'est pourquoi, quand quelque chose échoue, la réaction est toujours de courir plus. Mais peut-être est-il temps de comprendre que courir plus vite dans la mauvaise direction ne fait que nous éloigner davantage de là où nous devrions être. Vous ressentez peut-être que le temps passe trop vite, que les promesses que vous vous étiez faites autrefois, « un jour je me reposerai, un jour je vivrai vraiment », sont restées en chemin. Mais si en ce moment, la vie ne vous demandait pas plus d'efforts, mais plus de présence, et si, au lieu d'accélérer le pas, l'invitation était de s'arrêter, de respirer et d'ajuster la direction. Car il y a un point où la quête devient prison, et la seule façon d'en sortir est de lâcher prise. À ceux qui regardent en arrière avec mélancolie et pensent à ce qui aurait pu être, je dis, il n'est pas trop tard. Ce que vous cherchez ne vous fuit pas. Cela attend simplement que vous cessiez de courir pour pouvoir vous rattraper. Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un nouveau chemin, mais d'une nouvelle façon de marcher. Peut-être que le véritable changement ne réside pas dans le fait de conquérir quelque chose, mais dans le fait d'assumer que vous êtes déjà quelqu'un qui mérite maintenant ce qu'il désire recevoir. Que se passerait-il si, demain, vous vous réveilliez et agissiez comme si vous étiez déjà arrivé, non comme une mise en scène, mais comme une certitude intime? Qu'est-ce qui changerait dans la manière dont vous parlez aux autres, dont vous occupez votre espace, dont vous regardez votre reflet dans le miroir? C'est le genre de question à laquelle on ne répond pas immédiatement. Elle continue de résonner, de déranger, jusqu'à ce que quelque chose en vous décide qu'il n'est plus possible de vivre comme avant. Et c'est précisément là que la vie commence à changer. Car au fond, il ne s'agit pas de conquérir pour ressentir. Il s'agit de ressentir pour conquérir. Et si vous comprenez cela maintenant, peu importe le temps écoulé, votre histoire peut encore être réécrite. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions que vous prenez, de paroles que vous prononcez et même de rêves que vous poursuivez vous appartiennent réellement? C'est douloureux à admettre, mais la majeure partie de ce que vous croyez être vous a été façonné bien avant que vous n'ayez la conscience nécessaire pour choisir. De petites phrases entendues dans l'enfance, des regards de désapprobation, des comparaisons silencieuses, tout cela s'est accumulé en couches invisibles jusqu'à former votre identité actuelle. Et c'est cette identité, bien plus que votre force de volonté, qui détermine ce que vous attirez et ce que vous perdez. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, mue par des programmations internes dont il n'a même pas conscience. Et le plus cruel, c'est que si nous ne nous réveillons pas, nous passons notre vie entière à défendre un moi qui n'a jamais été véritablement le nôtre. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous travaillé dur pour obtenir quelque chose et, une fois atteint, l'avez-vous perdu peu après? Combien de fois avez-vous cru avoir trouvé la bonne personne, mais vous êtes retrouvé à répéter les mêmes schémas et à commettre les mêmes erreurs? Cela ne se produit pas par malchance ou coïncidence. Cela se produit parce que votre subconscient fonctionne comme un thermostat. S'il est réglé sur un certain niveau de vie, tout ce qui dépasse ce seuil sera expulsé, saboté ou perdu jusqu'à ce que vous reveniez au niveau acceptable que vous portez en vous. Et voici la question qui peut vous ébranler. Qui a défini ce seuil? Peut-être un père ou une mère qui vous disait que l'argent est toujours difficile à gagner. Peut-être un professeur qui a laissé entendre clairement que vous n'étiez pas assez bon pour certaines choses. Ou peut-être vous-même, après des échecs douloureux, vous convainquant qu'il ne valait pas la peine d'essayer à nouveau. Mais si tout cela n'était qu'un vieux scénario,
écrits par des personnes qui n'avaient aucune conscience du pouvoir que leurs paroles auraient sur vous. Et s'il était possible de déchirer ce scénario et d'en écrire un nouveau, maintenant, à 40, 50 ou 60 ans, à ceux qui pensent qu'il est déjà trop tard, je laisse cette provocation. N'est-il pas curieux que le même esprit qui affirme qu'il est trop tard soit celui qui promettait qu'un jour, vous auriez le temps? Peut-être que ce que la vie attend, c'est que vous cessiez d'obéir à cette voix automatique et que vous commenciez à parler par vous-même. Dites-moi en commentaire, quelle a été la croyance la plus limitante que vous avez portée pendant des années? Vous serez surpris de voir combien d'autres mènent la même bataille en silence. Prenons l'exemple d'Anne, 54 ans. Elle a passé 3 décennies à croire qu'elle n'avait pas le profil pour entreprendre, car tout son entourage lui répétait qu'elle n'était bonne qu'en tant que salariée. Un jour, par nécessité, elle a commencé à vendre des gâteaux à des amis et voisins. Sans s'en rendre compte, elle brisait une programmation qui disait qu'elle ne pouvait gagner de l'argent que si quelqu'un l'embauchait. En un peu plus d'1 an, elle possédait sa propre pâtisserie. Le détail, elle continuait à faire ses gâteaux de la même manière, mais son image intérieure avait complètement changé. Anne se voyait désormais comme une chef d'entreprise. Et le monde a répondu à cette nouvelle image intérieure. C'est là que réside l'aspect le plus fascinant. La vie ne répond pas à vos intentions, elle répond à ce que vous tenez pour vrai à propos de vous-même. Vous pouvez dire 1000 fois « je veux être prospère », mais si au fond, vous croyez que la prospérité est pour les autres, c'est ce message-là qui vous sera renvoyé. Cela explique pourquoi tant de personnes qui gagnent à la loterie perdent tout rapidement et pourquoi d'autres se relèvent après une faillite. Ce n'est pas l'argent qui fait le riche, c'est l'identité. Alors, dites-moi, si vous pouviez choisir consciemment votre identité à partir de maintenant, comment serait-elle? Comment parleriez-vous? Comment vous habilleriez-vous? Comment prendriez-vous vos décisions? Et surtout, qu'accepteriez-vous de ne plus considérer comme normal, afin que cette nouvelle version de vous puisse exister? Partagez cette vision dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'exposer une vulnérabilité, mais de déclarer au monde et à vous-même que vous êtes prêt à réécrire votre propre histoire. Georges Gurdjieff enseignait que le premier pas vers la libération est l'auto-observation. Se regarder soi-même sans masque, sans excuse, en remarquant comment vous réagissez, pensez et ressentez. C'est un exercice inconfortable, car il révèle que beaucoup de nos actions ne sont que répétitions. Mais c'est précisément dans cet inconfort que commence le changement. Lorsque vous identifiez que vous réagissez comme vous l'avez toujours fait, vous gagnez la possibilité de choisir autrement. Et ce choix unique peut devenir le point de bascule de toute une vie. Ne vous attendez pas à ce que cette transition soit silencieuse. Votre ancien moi va se battre pour rester aux commandes. Il essaiera de vous convaincre qu'il est inutile de changer, qu'il est déjà trop tard, que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Mais chaque fois que cette voix se fera entendre, rappelez-vous, ce n'est pas vous. C'est l'écho d'un scénario qui ne vous sert plus. Et chaque fois que vous agissez à partir de votre nouvelle identité, même de façon minime, vous vous prouvez que l'ancien script perd de sa force. Maintenant, respirez profondément et réfléchissez. Qui seriez-vous si vous n'aviez pas peur de perdre ce que vous n'avez même pas encore acquis? Qui seriez-vous si vous décidiez aujourd'hui que vous n'êtes pas ici pour répéter de vieilles histoires, mais pour créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant? Peut-être que cette réponse est déjà en vous depuis des années, attendant simplement que vous cessiez de courir après elle et commenciez à agir comme si vous étiez déjà arrivé. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes traversent les tempêtes comme si elles marchaient sous un ciel ensoleillé? Alors que d'autres s'effondrent au moindre contretemps, elles avancent, sans que cela signifie froideur ou insensibilité. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent pas la douleur, elles la ressentent et intensément. Mais elles ne laissent pas cette douleur gouverner leurs actions. Cette rare capacité n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une discipline silencieuse appelée maîtrise émotionnelle. Et c'est là que la plupart échouent, non par manque d'intelligence ou d'expérience, mais parce qu'ils n'ont pas appris à protéger ce qu'ils ont de plus précieux, leur stabilité intérieure.
Nous vivons à une époque où les émotions sont constamment capturées. Informations, réseaux sociaux, crises économiques, instabilité politique, tout semble conçu pour maintenir l'individu dans un état réactif, en alerte permanente. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, en 2025, les niveaux d'anxiété mondiale ont atteint des records historiques. Plus de 38% de la population adulte ont déclaré ressentir des symptômes persistants. Cela signifie que près de 4 personnes sur 10 sont piégées dans un état mental qui mine la clarté des décisions et ouvre la voie à des impulsions capables de détruire en quelques secondes des projets mûris pendant des années. Le problème ne réside pas seulement dans le stress lui-même, mais dans ce qu'il fait à notre perception. Sous l'emprise de l'émotion, nous voyons le monde de manière déformée. Nous croyons à des dangers inexistants et nous ignorons des opportunités pourtant présentes sous nos yeux. Georges Gurdjieff avertissait que l'homme est esclave de ses émotions parce qu'il vit constamment identifié à elles. Nous ne savons pas séparer ce que nous ressentons de ce que nous sommes. Nous disons « je suis brisé », comme si le sentiment faisait partie de notre identité, alors qu'en réalité il n'est qu'un visiteur. Et un visiteur ne devrait pas avoir le pouvoir de décider de la direction de notre vie. Cette confusion alimente un cycle silencieux d'auto-sabotage. Vous êtes sur le point de conclure une affaire, mais une remarque désobligeante vous irrite, et l'irritation mène la conversation au désastre. Vous vivez une relation saine, mais l'insécurité sème le doute jusqu'à transformer l'affection en distance. Vous poursuivez un objectif important, mais la frustration d'un retard vous pousse à tout abandonner. Une étude de l'université de Stanford a révélé quelque chose d'intrigant. Les personnes qui pratiquent des techniques simples de distanciation émotionnelle, comme faire une pause avant de répondre à un stimulus ou réévaluer l'importance d'un problème, prennent des décisions 32% plus pertinentes dans des situations de forte pression. Ce n'est pas qu'elles ressentent moins, mais elles ressentent en pleine conscience. Et voici la clé. L'émotion n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le manque de clarté dans la manière de la gérer. Prenons l'histoire de Moreau, 61 ans. Chef d'entreprise expérimenté, il a vu son entreprise frôler la faillite à 3 reprises. Lors de la première crise, il a réagi avec désespoir. Réduction de dépenses sans discernement, licenciement de collaborateurs clés, perte de clients importants. Les pertes se sont amplifiées. La deuxième fois, c'est la colère qui a pris le dessus. Confrontation avec ses associés, rupture d'alliance, fermeture de portes dont il aurait eu besoin plus tard. Ce fut un désastre. Mais la troisième fois, tout a changé. Après un diagnostic d'hypertension et un avertissement direct de son médecin, si vous continuez ainsi, vous ne verrez pas votre petite fille grandir. Moreau a décidé de ne plus réagir immédiatement aux mauvaises nouvelles. Il s'est imposé la règle des 3 jours. Toute décision importante ne pouvait être prise qu'après un délai minimum. En appliquant cette règle, il a constaté que 80% des situations apparemment urgentes se résolvaient d'elles-mêmes ou changeaient d'importance durant ce laps de temps. En 2 ans, son entreprise non seulement a survécu, mais a prospéré. Maintenant, posez-vous la question. Combien de mauvaises décisions avez-vous déjà prises simplement pour soulager une émotion sur le moment? Combien de regrets sont nés d'une réponse immédiate? Partagez dans les commentaires si vous avez vécu une situation où vous auriez agi différemment en prenant du recul. Non pas pour exposer des erreurs, mais pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans ce schéma. La maîtrise émotionnelle est aussi, d'une certaine façon, un acte de rébellion contre un système qui tire profit de votre réactivité. L'industrie de la consommation, par exemple, sait que les personnes anxieuses achètent davantage et que celles qui ont peur acceptent plus de contrôle. C'est pourquoi tant de choses sont construites pour déclencher des réactions émotionnelles. En refusant de réagir de façon automatique, vous ne protégez pas seulement votre vie personnelle et professionnelle, vous reprenez aussi du pouvoir sur vous-même. Un pouvoir que, une fois ressenti, il est difficile d'abandonner. Souvenez-vous, contrôler ne signifie pas réprimer. Il ne s'agit pas d'étouffer ce que vous ressentez, mais de créer suffisamment d'espace entre le stimulus et la réponse
pour que votre réaction ne soit pas un simple réflexe conditionné. Gurdjieff disait que l'homme qui s'observe est comme un prisonnier qui commence à connaître sa cellule, et seul celui qui connaît les barreaux peut planifier son évasion. S'observer en pleine émotion est le premier pas pour ne pas en être dominé. Et il y a un détail que peu considèrent. La véritable force émotionnelle ne se teste pas dans le calme, mais dans le chaos. Tout le monde peut paraître serein quand tout est sous contrôle. L'épreuve réelle arrive quand la vie se renverse. Dans ces moments-là, ce n'est ni la personne la plus intelligente, ni la plus forte physiquement qui l'emporte, mais celle qui parvient à rester centrée. C'est elle qui voit des opportunités là où les autres ne voient que des astres. C'est elle qui maintient les ponts debout alors que tous les autres les brûlent. Imaginez que dans les prochains mois, chaque fois qu'une situation difficile se présente, vous vous accordiez quelques minutes ou même quelques heures pour respirer, évaluer et répondre en conscience. Combien de disputes seraient évitées? Combien de décisions plus stratégiques prendriez-vous? Combien de portes resteraient ouvertes simplement parce que vous n'avez pas réagi à chaud? Ce n'est pas seulement une capacité à rester calme. C'est une stratégie de vie pour traverser les crises sans se détruire. Car au final, le monde ne cessera pas de tester votre patience, ni de provoquer vos insécurités. Mais si vous apprenez à répondre plutôt qu'à réagir, ces provocations perdront leur pouvoir. Et plus surprenant encore, lorsque votre présence devient stable, les autres le remarquent et interagissent avec vous différemment. Vous devenez un point de repère, un pilier. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, commencerez-vous à inspirer d'autres à faire de même. Il y a des moments dans la vie où l'on se rend compte que la véritable lutte n'est pas contre le monde, mais contre les murs invisibles que nous avons construits à l'intérieur de nous. Et ces murs, presque toujours, ont été érigés avec des briques que nous n'avons pas choisies, les attentes des autres, les croyances héritées, les peurs cultivées en silence. Pendant des années, nous avons cru que les abattre dépendait de plus d'efforts, de plus de travail, de plus de mouvement. Mais vient un moment où l'on comprend qu'il ne s'agit pas de courir, mais de s'aligner, de trouver la bonne direction avant de faire le prochain pas. Georges Gurdjieff disait « L'homme est capable d'être libre, mais pour cela, il doit d'abord prendre conscience qu'il est prisonnier. » Et c'est précisément cette prise de conscience qui commence à tout transformer. En regardant en arrière, nous voyons que la plupart de nos batailles se sont déroulées sur un champ d'illusions. Nous avons lutté pour prouver notre valeur, obtenir de la reconnaissance, atteindre des normes qui n'ont jamais été les nôtres. Et, dans ce processus, nous avons ignoré la vie qui se déroulait dans l'instant présent. C'est presque cruel. À force de vivre dans une poursuite constante, nous perdons la capacité de recevoir. Comment attendre que quelque chose vienne à nous si nous courons toujours dans la direction opposée? En nous arrêtant pour observer, nous réalisons que les événements les plus importants de notre existence sont survenus dans des moments d'ouverture, non de tension, dans l'instant où nous étions disponibles et non absorbés par le contrôle de chaque détail. Observez comment la nature fonctionne. Un fleuve ne se tord pas pour atteindre la mer, il s'écoule. Un arbre ne force pas le fruit à mûrir. Il offre les conditions et le temps fait le reste. Il existe un rythme invisible qui régit toute chose, et lorsque nous nous mettons en harmonie avec lui, la vie répond avec une précision presque chirurgicale. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence. C'est comprendre qu'insister face à ce qui résiste n'est pas de la détermination, mais de l'obstination déguisée en vertu. Beaucoup d'entre nous ont peur de lâcher prise, car on nous a appris que lâcher équivaut à abandonner. Mais se défaire de ce qui nous détruit n'est pas abandonner. C'est créer un espace pour ce qui compte vraiment. Pensez au nombre d'opportunités que vous avez laissées passer en restant attaché à une voie qui n'avait plus de sens, au nombre de portes que vous n'avez pas vues parce que vous étiez obsédé par l'idée d'en ouvrir une seule. Combien de personnes se sont éloignées, non par manque d'affinité, mais parce que toute votre énergie était concentrée à maintenir quelque chose qui était déjà terminé. Il y a une immense liberté à accepter que certaines batailles ne doivent pas être gagnées.
elles doivent être abandonnées. La véritable force ne réside pas dans le fait de résister à tout, mais dans la capacité à choisir consciemment où placer son effort. Et ce choix n'est possible que lorsque nous nous libérons des récits automatiques que nous avons hérités. Gurdjieff nous rappellerait que, tant que nous ne savons pas nous souvenir de nous-mêmes dans l'instant présent, nous restons des marionnettes tirées par des fils invisibles. Être éveillé, c'est se demander « ce combat est-il le mien ou n'est-il qu'un reflet de ce qu'on m'a appris à faire ?» Cet objectif est-il authentique ou est-il seulement une façon de compenser un vieux sentiment d'insuffisance? Fait surprenant. Lorsque ces questions commencent à guider nos actions, quelque chose change. L'anxiété diminue, la clarté augmente et nous commençons à percevoir des signes que nous ignorions auparavant. Des situations qui semblaient être des blocages infranchissables se révèlent être des raccourcis. Des personnes qui ne nous remarquaient pas commencent à s'approcher. C'est comme si, en lâchant le poids, notre énergie cessait de se perdre dans des efforts inutiles et se mettait à nourrir ce qui a réellement du sens. Peut-être, en écoutant tout cela, vous rappelez-vous des moments où l'univers semblait conspirer en votre faveur sans que vous n'ayez bougé le moindre pion. Peut-être vous souvenez-vous de rencontres inattendues, de propositions arrivées de nulle part, de solutions apparues lorsque vous avez cessé de forcer. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'alignement. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne doit pas rester un hasard rare. Cela peut devenir un état constant si vous apprenez à y vivre. Mais attention, entrer dans ce flux demande du courage. Le courage de lâcher le contrôle et d'accepter que tout ne soit pas entre vos mains. Le courage d'écouter votre intuition, même lorsqu'elle contredit la logique immédiate. Le courage d'être perçu autrement, voire mal compris, parce que vous avez décidé de ne pas suivre le scénario attendu. C'est un chemin qui défie l'ego et le conditionnement, mais qui récompense par une liberté qu'aucun résultat extérieur ne peut offrir. Vous avez déjà compris que courir sans direction n'est pas du progrès. Vous avez déjà perçu que lutter contre tout, c'est gaspiller de l'énergie. Vous avez déjà goûté, ne serait-ce qu'un instant, à la paix qui vient lorsque vous n'avez plus besoin de rien prouver à qui que ce soit. Maintenant, l'étape suivante consiste à transformer cette compréhension en une pratique consciente, quotidienne, intransigeante. C'est là que la théorie devient vie, que le savoir cesse d'être une idée et se transforme en réalité tangible. Alors, avant d'aller plus loin, faites-vous une promesse intime, celle de ne plus vivre en mode automatique. D'agir non pas sous pression, mais avec clarté, de cesser de courir pour commencer à être. Et si vous voulez découvrir comment appliquer cela de manière simple et concrète dans les prochains jours, soyez prêts, car la prochaine partie vous donnera un plan direct, pratique et transformateur pour mettre tout cela en mouvement dès maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu qu'il n'est plus possible de vivre comme avant. Peut-être a-t-il s'agi d'un malaise silencieux, d'un vide que même les plus grandes réussites n'ont pas su combler. Peut-être de cette sensation de courir sans cesse, sans jamais atteindre un but, ou encore d'un moment d'épuisement si profond qu'il vous a obligé à vous arrêter et à vous demander « Pourquoi est-ce que je me fais cela ?» Quel que soit votre point de départ, le moment est venu de transformer la compréhension en action, l'intuition en changement, le désir en pratique. Car, comme vous l'avez déjà compris, rien ne change si vous ne bougez pas. Mais le véritable mouvement n'est pas de courir vers l'extérieur, il est de s'aligner à l'intérieur. Le plan que je vais partager n'est pas une formule magique, ni un ensemble de belles phrases à noter puis oublier. C'est un chemin de transformation qui demande présence, discipline et courage pour se regarder en face. Il n'a pas été conçu pour être suivi de façon rigide, mais pour être vécu, ajusté, intégré à votre rythme, jusqu'à devenir une part naturelle de ce que vous êtes. Considérez-le comme une retrouvaille avec vous-même, non comme une tâche de plus sur votre liste. La première étape consiste à identifier ce que vous poursuivez avec acharnement. Prenez du papier et un stylo ou ouvrez une page blanche sur votre ordinateur et écrivez avec une honnêteté brutale.
Que désirez-vous au point de croire que vous ne pouvez pas vivre sans? Argent? Reconnaissance? Approbation? Sécurité? Ne cherchez pas à être politiquement correct ou spirituellement élevé. Soyez vrai. En le nommant, vous affaiblissez le pouvoir invisible que cela exerce sur vous. Demandez-vous, si je n'obtenais pas cela, qui serais-je? Comment vivrais-je? Cette question peut faire mal, mais elle libère aussi. La deuxième étape consiste à se détacher du résultat immédiat. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais échanger l'anxiété contre la confiance. Commencez par de petites expériences. Si vous voulez être reconnu au travail, faites bien votre travail sans chercher les éloges. Si vous voulez vendre davantage, engagez la conversation avec les gens sans l'intention explicite de conclure une vente. Si vous voulez être aimé, donnez de l'amour sans rien attendre en retour. Au début, votre corps et votre esprit vont résister, car ils sont accoutumés à l'exigence d'un retour rapide. Mais chaque fois que vous agissez sans supplier pour une validation, vous entraînez votre énergie à fonctionner dans l'abondance plutôt que dans le manque. La troisième étape est de créer une nouvelle identité intérieure. Il ne suffit pas de changer des habitudes. Elles resteront fragiles si elles ne sont pas soutenues par un moi différent. Chaque jour, réservez un moment pour pratiquer ce que j'appelle l'immersion dans le moi futur. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et imaginez en détail la personne qui vit déjà la vie que vous désirez. Comment s'habille-t-elle? Comment parle-t-elle? Quelle est sa posture? Quelles décisions prend-elle? Et maintenant, ne vous contentez pas de visualiser, ressentez. Ressentez ce que c'est que de se réveiller dans cette peau, de marcher dans ce corps, de penser avec cet esprit. Plus cette expérience sera réelle, plus votre subconscient commencera à l'accepter comme votre nouvelle vérité. La quatrième étape est de renforcer votre maîtrise émotionnelle. Vous n'avez pas à réagir à tout ce que vous ressentez. Lorsqu'une émotion forte surgit avant d'agir, arrêtez-vous, respirez. Demandez-vous, cette réaction va-t-elle me rapprocher ou m'éloigner de la personne que j'ai choisi d'être? Utilisez la règle des 5 minutes. Permettez-vous de ressentir, mais ne vous permettez pas d'agir sous le coup de l'impulsion. Cela évite les regrets et vous maintient aux commandes de votre destin, au lieu d'être prisonnier d'un moment passager. La cinquième étape est de suivre le courant et de lâcher ce qui résiste constamment. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Observez où la vie ouvre des portes et où elle les ferme. Si quelque chose exige des efforts disproportionnés, des frustrations continues et vous épuise, demandez-vous si c'est vraiment votre voie ou juste un attachement. En même temps, remarquez les domaines où les choses se produisent plus naturellement et explorez-les. Ne luttez pas contre le courant, apprenez à y naviguer. La sixième étape est de créer un rituel quotidien d'alignement. Cela peut être au réveil ou avant de dormir. Utilisez ce moment pour revoir vos actions de la journée. Ajustez ce qui doit l'être et renforcez votre nouvelle identité. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 3 actions qui vous ont rapproché de la vie que vous désirez et un engagement pour le lendemain. Cette pratique simple vous maintient éveillé et conscient, comme un capitaine qui vérifie la carte chaque matin avant de prendre la mer. Et enfin, la 7e étape. Vivez comme si vous y étiez déjà arrivé. Ce n'est pas de la prétention, c'est un alignement énergétique. Si votre moi futur est calme, ne vous permettez pas de vivre dans la précipitation. S'il est généreux, pratiquez la générosité dès maintenant. S'il est confiant, gardez la posture et le regard de quelqu'un qui connaît sa valeur. La vie répond à la vibration que vous émettez et non à la liste de choses que vous désirez. Rappelez-vous, chaque petit ajustement dans ce sens crée un effet cumulatif. Aujourd'hui, cela peut sembler subtil. En quelques semaines, ce sera perceptible. En quelques mois, inévitable. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que la vie qui vous semblait lointaine est devenue votre quotidien. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y aura des jours où l'anxiété voudra prendre le dessus, où les anciennes croyances frapperont à la porte.
Mais c'est précisément ces jours-là qui prouvent que vous êtes engagé envers quelque chose de plus grand. C'est le moment d'agir, pas demain, pas quand tout sera plus calme, maintenant. Si ce message vous a touché, si une partie de ce parcours a résonné avec votre histoire, je veux entendre votre voix. Partagez dans les commentaires le changement que vous allez commencer aujourd'hui. Dites quel pas a eu le plus de sens pour vous. Et si ce contenu vous a apporté de la clarté ou de la motivation, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci. Aimez la vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Et si vous connaissez quelqu'un qui est coincé dans une course sans fin, partagez-la. Car ensemble, nous pouvons créer un réseau de personnes qui ne se contentent pas de survivre, mais qui vivent avec un but, un alignement et une liberté véritable.